Il y a une véritable exaspération chez les Saoudiens par rapport aux Palestiniens. Effectivement, ce sont depuis des années de grands financiers des Palestiniens, aussi bien de Gaza que de la Cisjordanie, et ils estiment que cet argent est bien mal utilisé, puisque les Palestiniens sont, si vous voulez, arc-boutés sur une position de refus. Stéphane Amar, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, nous sommes heureux de vous avoir ce matin pour parler dans un premier temps, je dis dans un premier temps, j'expliquerai à nos auditeurs pourquoi par la suite, mais pour parler dans un premier temps de deux déclarations assez intéressantes qui sont intervenues pendant cette semaine de semi-trêve de Simchat Torah et de Sukkot. Je voudrais parler en particulier des déclarations faites par le prince Bandar Ibn Sultan, qui est une personnalité, ce n'est pas simplement un ambassadeur, il a été pendant 22 ans l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, mais il a fait des déclarations qui sont tout à fait surprenantes, et d'après la présentation qui a été faite de ces déclarations, ce ne sont pas des déclarations anodines. Je voudrais que l'on revienne avec vous sur certaines de ces déclarations et que vous essayiez de nous expliquer qu'est-ce qu'elles marquent, est-ce que véritablement elles marquent un tournant dans l'approche de l'Arabie Saoudite envers le conflit israélo-palestinien et l'État d'Israël d'une certaine manière. Alors, le prince Bandar Ibn Sultan, qui est un des proches du roi Salman, c'est véritable, il a plus de 70 ans et c'est une des personnalités les plus connues dans le régime saoudien, a déclaré par exemple que les Palestiniens ont toujours réclamé l'aide de l'Arabie Saoudite mais ignoré les conseils, et il se livre à une attaque en règle contre les dirigeants palestiniens. Il écorche, on va dire, également Israël à un certain moment, puisqu'il dit que la cause israélienne est injuste, mais ses défenseurs l'ont menée à bien. Par contre, la cause palestinienne est juste, mais ses partisans l'ont fait échouer. Ce sont des déclarations qui sont tout à fait surprenantes de la part d'un haut responsable du régime saoudien. Comment vous les expliquez ? Alors, elles sont surprenantes, si vous voulez, parce que c'est peut-être les premières fois qu'elles sont exprimées aussi clairement, mais ce sont des idées qui circulent en Arabie Saoudite depuis des années. J'ai réalisé lors du Ramadan dernier un reportage pour Arte sur une série saoudienne où l'un des acteurs principaux tenait exactement ce type de discours dans un pays où l'information est extrêmement contrôlée et le divertissement également. Et il est évident que cela reflète l'opinion du pouvoir, en tout cas une opinion très répandue en Arabie Saoudite. Cela fait des années que dans les médias saoudiens, on peut lire ce genre de déclarations. Les travaux, par exemple, de traduction de l'Institut Memri le montrent très régulièrement. Il y a une véritable exaspération chez les Saoudiens par rapport aux Palestiniens. Effectivement, ce sont depuis des années de grands financiers des Palestiniens, aussi bien de Gaza que de la Cisjordanie, et ils estiment que cet argent est bien mal utilisé, puisque les Palestiniens sont, si vous voulez, arc-boutés sur une position de refus par rapport à Israël. Il manque, selon eux, d'habileté politique. Ils n'arrivent pas à se réconcilier, ce qui, pour les Saoudiens, est une grande faute, entre Gaza et la Cisjordanie, entre le Hamas et le Fatah. Et donc, effectivement, ça va même plus loin. Colère qui est formulée par ce haut responsable saoudien reflète un sentiment très largement partagé en Arabie Saoudite. Ça va même plus loin, Stéphane, si je ne m'abuse, c'est-à-dire ils rendent responsable. Ils disent que tout simplement les leaderships palestiniens ont toujours été un leadership de losers, de perdants, qu'ils ont toujours misé sur les perdants. C'était le cas, par exemple, au moment de la guerre avec le Koweït, les Palestiniens ont misé sur Saddam Hussein à chaque fois. Et par exemple, même le Hamas, lorsque le Hamas aurait pu bénéficier de l'expulsion des habitants du Gush Katif en 2005, eh bien, ça ne s'est pas fait. Il y a véritablement, c'est une question de fond, c'est-à-dire on se démarque de cette manière de se comporter des dirigeants palestiniens.
Oui, alors il y a deux dimensions. Il y a la dimension stratégique et il y a la question de la légitimité. Alors effectivement, sur la stratégie, les Saoudiens estiment que les Palestiniens ont toujours raté une occasion, n'ont jamais raté une occasion de rater une occasion, pour reprendre la célèbre formule d'Abba Eban. Ils trouvent effectivement qu'à chaque moment de leur histoire, ils ont pris les mauvaises décisions. Je vous le disais, pendant la première guerre du Golfe, ou alors en 2005 lors du retrait israélien de Gaza. Mais sur le fond, la question est beaucoup plus subtile. Alors dans l'interview dont vous parlez, il y a d'une certaine manière la reconnaissance de la légitimité de la cause palestinienne et à l'inverse le rejet de la légitimité sioniste. Mais et c'est là que c'est beaucoup plus intéressant, il y a aussi désormais dans la société saoudienne des gens qui disent très clairement que la cause palestinienne n'est pas si légitime que ça, notamment sur Jérusalem. On l'a vu récemment avec des déclarations de hauts responsables saoudiens, y compris même du prince saoudien MBS, donc le nouveau dirigeant saoudien, le fils du roi d'Arabie Saoudite, qui sous-entend que les Juifs ont bel et bien une légitimité à Jérusalem, ont bel et bien une légitimité même sur la terre d'Israël, ce qui reprend parfaitement ce qui est dit dans le Coran et qui reprend les thèses développées depuis des années par l'islamologue Eliezer Cherki, qui a expliqué et qui a montré qu'il y a effectivement chez les musulmans les plus proches de la tradition cette idée que les Juifs sont bel et bien légitimes sur la terre d'Israël et bel et bien légitimes à Jérusalem. Et ce message-là, eh bien, on commence à l'entendre du côté des Saoudiens. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces propos de Bandar Ben Sultan ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette dernière approche ? Est-ce que on va de manière irréversible vers une forme de normalisation avec l'État d'Israël ? Et est-ce que c'est uniquement, on va dire, la menace du nucléaire iranien qui modifie cette approche des Saoudiens, ou c'est bien plus profond ? Non, la menace du nucléaire iranien a joué un rôle d'accélérateur, de catalyseur. Effectivement, il a rapproché de manière extrêmement rapide tous ces pays arabes sunnites d'Israël pour s'unir face à cette menace. Mais il y a effectivement quelque chose de beaucoup plus profond. D'ailleurs, les accords qui ont été signés, les accords de normalisation qui ont été signés avec les Émirats et avec Bahreïn, porte le nom d'accord d'Abraham. Ce n'est pas un hasard. On le voit très bien dans les très nombreuses déclarations qui émanent des dirigeants émiratis et des dirigeants de Bahreïn, également dans les réactions qu'on peut voir des populations de ces pays sur les réseaux sociaux. Il y a une véritable volonté de rapprochement. On a du mal, d'une certaine manière, à en croire nos yeux parce que c'est une réalité qui nous paraissait extrêmement lointaine et qui est arrivée d'un seul coup, en pleine crise du corona d'ailleurs, mais il y a de manière absolument évidente une volonté de rapprochement à travers justement cet héritage commun qui est l'héritage d'Abraham. Il y a une véritable proximité culturelle, religieuse entre ces deux civilisations, entre la civilisation juive et la civilisation arabo-musulmane, et c'est exactement ce qui est à l'œuvre en ce moment. Il est évident qu'il n'y a rien de superficiel là-dedans, il n'y a rien d'opportuniste. Ce sont des accords qui sont complètement différents de ce qui s'est passé avec l'Égypte, avec la Jordanie, où il y avait une pression occidentale extrêmement forte. Il y avait un litige territorial. À la limite de l'antisémitisme qui a perduré durant toutes ces années. Là, c'est complètement autre chose. Et pour parler de l'Arabie Saoudite, il est évident que tout ce qui se passe actuellement se fait avec l'accord, voire avec les encouragements de l'Arabie Saoudite. Des pays comme Bahreïn, évidemment, n'auraient pas signé une paix avec Israël s'il n'y avait pas l'accord du pouvoir saoudien qui est complètement dominant dans cette région. Alors, j'en viens à la deuxième déclaration qui est intéressante de la semaine dernière. Et c'est une déclaration, et nous allons voir si elle est liée justement à ce dont on vient de parler, ces changements qui interviennent dans le Golfe Persique, cette approche de normalisation de l'Arabie Saoudite et des autres pays du Golfe vers Israël. C'est une déclaration de l'ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, qui, dans le cadre du colloque de Elnet, un colloque virtuel en Zoom, la semaine dernière, le 1er octobre très exactement, a
on va dire, légèrement modifié l'approche de la France, parce que justement, il faut bien reconnaître que depuis le début de la normalisation, l'annonce de la normalisation des relations entre Israël et les Émirats le 13 août dernier, la France n'avait pas manifesté un enthousiasme débordant pour ce processus. Là, on voit que quelque part, l'ambassadeur fait une déclaration dans laquelle il dit que, par exemple, nous n'allons pas négocier à la place des Palestiniens. Personne ne sait ce qu'il y aura à la fin du conflit, soit un État, soit deux États, pas d'État. Nous restons favorables à la solution de deux États, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas être d'accord sur un autre cas de figure. C'est tout de même assez étonnant. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a un changement aussi, et c'est finalement de la part de la France, peut-être des Européens, face à ce qui est en train de se passer dans le Golfe Persique, c'est-à-dire que peut-être aussi la France prend conscience qu'il y a des changements tectoniques dans la région ? Oui, en tout cas, visiblement, certains membres de la diplomatie française, j'imagine que cette opinion n'est pas partagée par tout le Quai d'Orsay, mais en tout cas, effectivement, parmi les plus lucides, certains se rendent compte que la solution à deux États, en tout cas telle qu'elle avait été définie à Oslo, est morte, qu'il n'y aura pas vraisemblablement d'État palestinien en Cisjordanie. Il y a un État palestinien, en vérité, c'est Gaza. En Cisjordanie, c'est une toute autre dynamique qui est à l'œuvre. Israël est de plus en plus présent dans ce territoire. Je vous rappelle que maintenant, plus du quart de la population de la Cisjordanie est juive, que les implantations continuent de se développer. Elles ont d'ailleurs très récemment reçu un nouveau coup de pouce du gouvernement israélien qui a accordé des milliers d'autorisations de logement. Il suffit de voyager en Cisjordanie pour voir des routes qui se construisent, des ponts, des implantations qui s'étendent de manière considérable. Donc il est évident que l'avenir de ce territoire va vers une intégration à Israël, et c'est la réalité. Et cette réalité, il faut bien que les diplomates en prennent acte, qu'on le veuille ou non d'une certaine manière, quel que soit le jugement moral que l'on peut porter sur ce qui se passe, c'est une réalité, et Israël est en train d'étendre son emprise sur la Cisjordanie et s'achemine vers une annexion de ce territoire. Alors, est-ce que ce sera une annexion totale? Est-ce que ce sera une annexion partielle? Quel sera le statut des Palestiniens qui vivront sur ce territoire? Tout cela reste bien sûr à définir, mais en tout cas, il est évident qu'il n'y aura pas ce fameux partage sur la ligne verte, ce partage qui, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois sur votre antenne, ne correspond absolument à rien, à aucune réalité physique, aucune réalité historique, aucune réalité identitaire. Et donc, il faut y renoncer. Et il est évident, et c'est un signe, je trouve, de point de vue très encourageant, que si même le Quai d'Orsay, qui a toujours été très, très hostile aux implantations, commence à reconnaître cette réalité, c'est que quelque chose est en train de bouger. Il est évident que l'attitude des pays arabes par rapport à Israël, dont on parlait au début de cet entretien, a évidemment un lien avec tout ça, parce qu'on ne peut pas aller contre l'histoire, on ne peut pas aller même contre le sentiment des Arabes et des musulmans du monde entier qui, eux, sont prêts à reconnaître cette réalité. Il est bien difficile maintenant pour le monde chrétien d'aller contre cela. Alors, c'est aussi lié à ce qui se passe ces dernières semaines dans la région. Est-ce que vous pensez que ce changement, ce petit frémissement de la politique étrangère du Quai d'Orsay, ou on va dire de certains diplomates au sein du Quai d'Orsay, c'est lié aussi également à ce qui se passe au Liban, où on voit que, par exemple, le Hezbollah a été dénigré, décrié, et même si Emmanuel Macron a rencontré des responsables du Hezbollah lors de son passage à Beyrouth, on voit qu'aujourd'hui, eh bien, il y a de la part du Liban une sorte de semi-normalisation, sans trop exagérer, en disant, en acceptant le principe d'une reprise des négociations autour des frontières maritimes entre l'État d'Israël et le Liban. Il y a aussi peut-être là aussi quelques petits changements qui interviennent. Est-ce que tout est lié ? Oui, alors, je pense que le Liban joue un rôle beaucoup plus marginal dans cette affaire, même si effectivement, et c'est très intéressant aussi de ce point de vue-là, on voit qu'il y a des forces
qui s'opposent au Liban. D'un côté, le Hezbollah qui continue à prôner une ligne extrêmement dure par rapport à Israël, et de l'autre côté, les partis sunnites et chrétiens qui, eux, voudraient changer d'attitude, voient également ce qui se passe autour. Je pense que toute cette dynamique, d'une certaine manière, est engendrée par ce qui s'est passé entre les Émirats Bahreïn d'un côté et Israël de l'autre, sous, encore une fois, le parrainage de l'Arabie Saoudite. Tout cela a insufflé une dynamique qui commence à changer complètement le regard qu'ont les Arabes sur Israël, et ils entraînent avec eux évidemment le monde occidental. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous le dire, Daniel, je trouve absolument scandaleux que le prix Nobel n'ait pas été attribué aux protagonistes de ce processus, aux dirigeants émiratis, aux dirigeants de Bahreïn, aux dirigeants israéliens et même d'une certaine manière à Donald Trump, à l'administration américaine, qui ont engagé ce processus qui est tout à fait révolutionnaire, qui est en train de pacifier toute une région, en train de pacifier le Proche-Orient, et plutôt que de délivrer un prix à une organisation humanitaire de l'ONU, ce qui n'était bien sûr jamais vu, il est évident que là, il s'agit d'une espèce de feinte. Il aurait fallu donner le prix Nobel à ces protagonistes de ces pays qui ont accompli quelque chose d'absolument essentiel vers la paix. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très intéressant, comme d'habitude, de dialoguer avec vous.